All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. King. Bing bong! NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon producteur Johan, de Marine et de Tatane. En fait, une petite discussion intéressante. On se concentre tout simplement sur les deux meilleures équipes actuellement en NBA, les Golden State Warriors et les Phoenix Suns. On parle des deux derniers affrontements qu'il y a eu entre ces équipes et vraiment ce qu'on a trouvé intéressant. Et on se projette aussi parce qu'il va y avoir un prochain affrontement d'ici le Christmas Day en NBA. Je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous souhaite un bon épisode. Merci. All right. So, aujourd'hui, on se concentre un peu sur, on fait un petit focus sur les deux meilleures équipes actuelles en NBA, les Golden State Warriors et les Phoenix Suns. Il y a eu deux affrontements assez intéressants entre ces deux équipes et on a un prochain qui arrive bientôt pour Noël. Marine, justement, donne-moi un peu tes impressions. Je pense que tu as vu un petit peu les matchs ou les recaps du moins de ces deux affrontements. Qu'est-ce qui a, toi, avec ton œil d'analyse, justement, qu'est-ce qui a attiré ton attention, en fait, avec ces deux équipes? Vas-y, dis-moi. L'esprit de revanche des Warriors. Genre, t'arrives sur le terrain, t'as perdu, tu dis les gars, ils sont en streak, ils sont passés devant en classement. Allez, ce soir, on reprend la tête. Et c'est vraiment, on a retrouvé un esprit de tueur, en fait, chez les Warriors. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard, j'ai envie de dire. Et malheureusement, pour les Suns, il te manque Devin Booker, il te manque ce scoring qui fait la différence pour la série de victoires qu'ils ont eue. Elle est clairement passée par le scoring de Devin Booker et par la magie de Chris Paul. Il te manque un élément et face aux Warriors, malheureusement, tu payes cash en fait. Contre cette équipe-là, tu n'as pas le droit d'être down one player. Tu es obligé d'être au max, concentré et c'est ce qui a manqué cette nuit en tout cas pour les Suns. C'est ce qui a manqué cette nuit justement parce que nous on enregistre vraiment juste après le deuxième match d'ailleurs que Golden State a gagné. Donc pour récapituler vraiment comme tu disais, esprit de revanche parce que les Suns s'imposent dans la première rencontre. Ils avaient gagné 104-96, ça c'était chez eux à Phoenix. Match 2, il paraît le score a l'air d'être à sens unique. On voit une victoire 118-96 de Golden State au Chase Center. Mais au final le match a été quand même assez serré. Johan, vas-y, parle-en-moi de ces deux rencontres et un petit peu de ce que tu as remarqué, des ajustements qui potentiellement ont été faits par les Warriors du match 1 versus le match 2. Ouais, donc clairement sur les turnovers, en fait, hein, donc j'en ai parlé, tu vois, genre perdre le premier match de quoi, c'est 8 points ou je sais pas quoi, avec 23 turnovers contre, je sais pas, je pense qu'ils avaient 10 ou 12, un truc comme ça, avec Steph Curry à 12 points, tu vois. Je vois une défaite comme ça, je suis là, tu vois, je fais comme ça, je fais... tu vois, je me dis, avoir Steph Curry à 12 points, c'est genre, c'est anormal, tu vois. C'est anormal. Pour le match de hier, tu vois, donc, ce qui m'a fait flipper un peu, c'est les turnovers, mais on sait que c'est du Warriors basketball, c'est les turnovers. La combinaison CP3, Ayton elle fait peur. Elle fait peur surtout que Devin Booker n'était pas là et tu vois en fait l'espace que ça crée. Et tu te dis, en fait, il y a plein de moments dans le jeu, je me suis dit, tu vois, en fait, quand tu as un match-up, un mismatch, quand tu as Draymond qui est sur Ayton, en fait, tout le monde vient aider. Et tu te dis, s'il y a Devin Booker, la balle, elle ressort et c'est un 3 points. Mais oui, c'est clair. Donc, j'ai kiffé ce match. C'est les deux meilleures équipes de la ligue pour moi. Clairement. Donc, shout out Monty Williams, to be honest. Shout out Monty Williams. Donc voilà. Non, c'est cool. Pourquoi Johan ne dit pas shout out CP3? Il va juste prendre une gorgée de son. Je n'ai pas entendu. Je vais réécouter après. Tata, je veux quand même t'entendre sur ce que Johan a parlé des turnovers. Regarde, on aime tous ici voir Steph Curry jouer. C'est sûr que les turnovers, en général, ça fait partie de l'ADN des Warriors. Ça vient avec. Ils ont du beau basket, mais ils perdent des balles des fois. Mais Tatane, c'est un spécialiste des turnovers aussi, non? Puisqu'il a Westbrook dans son équipe. Pour ça, c'est question. Parce que lui, maintenant qu'il a l'habitude de regarder Westbrook, malheureusement, aux Lakers, de toute façon, contractuellement, on est obligé de parler, au moins mentionner les Lakers. Et puis, la comparaison que je voulais faire avec toi, Tatane, c'est... Enfin, je ne veux pas comparer, faut faire attention à ce que je dis. Je ne veux pas comparer Westbrook à Curry, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je vois Curry faire des turnovers, mon gars, et je me dis, my God, c'est sûr que si ce n'était pas le meilleur shooter de l'histoire de la NBA, on serait en train de parler de ce gars-là un peu différemment sur certains aspects du jeu. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ah, ben c'est sûr, mais il compense, tu vois. C'est ça, il compense. Moi, j'ai pas vu le match. J'ai vu quelques recaps, quelques highlights. Yeah. Et en fait, ce mec-là il a un truc, c'est qu'il fait des actions qui dégoûtent toute l'équipe adverse, en fait. Ouais. Tu sais, c'est le genre d'action, il va perdre 2 ballons juste avant et il va faire une action de ouf. En fait, tu es sur le terrain, mais tu as envie de punch d'hier, tu vois, tu dis, putain, mais le gars, c'est pas possible, en fait, tu vois, le mec te sort des trucs et ça dégoûte, en fait. Tu sais, il y a des momentum dans les games où tu sens que le vent, il tourne ou qu'une équipe prend le dessus. Mais en fait, lui, il arrive à faire ça avec 1 ou 2 actions, tu vois. Et à lui tout seul, il casse le rythme d'un match et je trouve ça ouf, en fait. Donc, au final, OK, c'est un gars qui va faire des turnovers, des trucs peut-être qu'on ne comprend pas par moment, mais il a un impact tellement fort de l'autre côté que limite, on lui pardonne, tu vois. On le laisse passer et on dit, bon, ben, vas-y, frérot, bon, tant que tu continues de faire ce qu'il faut faire à côté, on te laisse champ libre pour tes pertes de balles, tu vois. T'as bien dit ça, franchement, parce que, il compense. C'est-à-dire qu'il va te faire la passe des fois derrière le dos. T'es comme, mais Steph, pourquoi tu fais ça maintenant? Mais t'es son coéquipier, t'es sur le terrain. 2 actions plus tard, il va te faire son petit chimie, son dribble, et 3 points de ouf, et tu te dis, ah, c'est pour ça qu'on joue avec ce gars-là aussi. Et Non, tu non, vois, on l'a vu, vas-y. on a vu des fois Steve Kerr sur le banc qui fait Ouais. ça et puis finalement l'action elle marche donc il fait bon ben whatever. C'est vas-y. le shoot contre CP3 d'ailleurs quand il était au Les Clippers, tu Clippers, vois, où il Exactement, tourne autour de exactement. CP3, tu vois. C'est C'est ça, c'est malade, ça. ça. Hier, je regardais le broadcast des Warriors, tu vois, et il Ouais. disait en fait, ça c'est le moment où Steve Kerr a décidé, tu vois, de genre, bon, c'est à prendre et tu vois, genre, il va compenser, je vais le laisser faire ses trucs, tu vois, parce que ça fait partie de son jeu en fait. C'est un jeu qui est risqué. Mais c'est, voilà quoi, comme tu as dit, le gars il fait 2 actions et c'est bon, tu as 6 points d'avance et c'est tout, tu vois, genre vite fait quoi. Donc, ouais, c'est ouf, c'est ouf. Un peu comme back in the days, tu te rappelles, il avait dû un peu lâcher du lest avec Ginobili aussi, tu vois. Juste comprendre que ce gars-là, il va pas des fois exactement tout le temps faire le système, des fois il faut juste le laisser faire ses trucs et c'est ça qui fait que ces gars-là sont des créateurs, quoi. Je vais donner un crédit aux Phoenix Suns quand même parce que Marine a mentionné brièvement leur série de victoires. Faut vraiment donner un crédit à cette organisation. Ils perdent en finale, ils perdent 4 matchs de suite. Ils menaient 2-0, faut se rappeler quand même contre Milwaukee Bucks. Ils perdent 4-2, donc 4 matchs de suite en finale NBA. Le turnaround a été quand même court pour eux. Devin Booker qui enchaîne après avec les Olympics, avec Team USA. Ils auraient eu toutes les raisons d'avoir un début de saison un peu comme les Bucks, c'est-à-dire on va commencer tranquillement, on va remettre la machine en place. Mais non, au contraire, le système est déjà là. Et tout de suite se sont dit, OK, nous, on est prêts. Et ils montrent à tout le monde dans la NBA qui sont prêts cette saison. Une série de victoires, je pense qu'ils ont fini à combien? C'était 18 victoires qu'ils ont fait, je crois, que les Warriors ont snappé. Marine, moi, je voulais t'entendre spécifiquement sur DeAndre Ayton et je vais t'expliquer pourquoi. Quand je vois ce gars-là sur le terrain et ce qu'il a fait justement aux Warriors, ça m'a un peu fait penser à Gobert dans le sens où Gobert doit essayer d'atteindre ce niveau. Je ne sais pas si tu vois un peu, quand tu joues contre une équipe qui a l'intention, enfin pas l'intention, l'habitude de jouer small ball, j'ai l'impression que Gobert n'arrive pas à punir les défenses comme j'ai vu Ayton faire. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, si tu as quelques actions en tête, mais parle-moi un peu de sa performance. Déjà, il est jeune et vraiment ce qu'il arrive à faire à son niveau déjà sur le terrain. Pour la comparaison avec Gobert, tu veux dire qu'il n'arrive pas à pilonner l'intérieur comme il devrait le faire, c'est-à-dire tout le temps demander le ballon et forcer et punir ceci, cela, c'est ça? Perdu Don ou pas? Je crois qu'on a perdu Don. Attends. Donc, je vais la faire. Alors, Marine, moi, je voulais t'entendre justement sur ce comparatif, sur la performance de DeAndre Ayton, un jeune rookie, puis on l'a vu vraiment, enfin, il n'est pas rookie, mais il est quand même jeune dans la NBA, je pense que c'est sa 2e ou 3e saison, mais on le voit être capable de punir une défense de Golden State qui joue small ball. Moi, ça me fait penser un peu justement, comme je disais, ce comparatif avec Rudy Gobert, qui lui n'est pas encore capable de faire ça et qui est peut-être un niveau à passer. Est-ce que tu voyais un peu des… mais voilà, tu peux me dire un peu la comparaison que tu fais entre les deux, justement. On a un DeAndre Ayton qui est forcé par Chris Paul à jouer à l'intérieur. C'est-à-dire que Chris Paul,
On a vu plusieurs fois dans le match. Yeah. Il lui fait signe, ou bien même s'il y a un joueur sur lui, mais avec la différence de taille, il va lui envoyer le ballon. Et c'est vas-y grand, vas-y, joue ton jeu, t'es plus grand, tu dois dominer, vas-y. Et à Utah, on n'a pas cette confiance entre guillemets sur Rudy Gobert. D'accord. Que Rudy Gobert, il se noie dans le collectif en fait. C'est un joueur j'ai l'impression qu'il veut pas ressortir, il veut pas dire c'est moi la star, il veut faire passer le collectif avant. Et c'est tout à son honneur, c'est quelque chose qui est quand même rare en NBA, on va pas se mentir avec les égos qu'il y a. Mais aussi, il n'y a personne à Utah qui va forcer sur Rudy Gobert. Parce que ton option numéro 1, c'est Donovan Mitchell. C'est Mitchell qui, lui, aura plus tendance, justement. Voilà. S'il a le choix entre donner la balle à Gobert dans l'eau ou shooter, il va prendre un shoot. Il va shooter, voilà. Tandis que là, tu as CP3 qui est quand même un des meilleurs meneurs de l'histoire, malgré la hate qu'on peut avoir sur lui, tout ça. Ouais. Il va avoir les mismatchs, il va avoir l'intelligence de dire vas-y, on va lui donner la balle. Ça me fait mal de complimenter Chris Paul, mais on est obligé. Je suis désolée. Johan, je vois que... Johan et Tata a été priceless quand tu as dit ça. Je suis désolée, les gars. Mais t'inquiète le club. T'inquiète. J'ai ma carte de membre VIP du club, vous inquiétez pas, mais là, faut être objectif un petit peu. Ouais. Et il force. Tu vois, genre, il va forcer sur lui, et c'est ce qu'on ne retrouve pas à Utah. Et c'est pour ça aussi que Gobert ne peut pas passer ce cap, parce qu'il n'a pas cette confiance-là en retour. Je pense que dans sa tête, il doit se dire, en fait, est-ce qu'on me fait confiance à ce point-là? Et quand tu gamberges, c'est fini. Tandis que là, DeAndre Ayton, il a eu des saisons compliquées. Il a eu des moments dans les saisons où c'était vraiment très, très compliqué pour lui. C'est normal, il commence. Là, il fait, voilà. Tandis que là, tu lui donnes la confiance, en fait, juste, tu lui dis, t'es jeune, mais vas-y. Puis après, on va pas se mentir, l'absence de Devin Booker a aussi fait qu'on a beaucoup plus forcé sur lui. Ouais. Mais je pense que même avec Booker, il y aurait eu cette intelligence de jeu de forcer à l'intérieur. Mais oui, parce que même dans le match 1, et tu l'as bien dit, Booker, il joue juste la première mi-temps. Hein. Il sort pour sa blessure. Donc, dès la deuxième mi-temps, ils étaient sans lui. Puis, on a vu justement, et vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'il pèse des deux côtés du terrain. C'est-à-dire qu'il arrive en défense, tu vas driver avec ton petit lay-up ou je sais pas quoi là. Non, get that thing out of here. Il te punit de ce côté-là. Et en offense, voilà, chaque fois qu'il y a quelqu'un underside sur lui, c'est comme disait Shaquille O'Neal, là, barbecue chicken. Là. Demande la balle, il fait son move, il a sa position, c'est un bucket à chaque fois où il va mettre la faute. Parlons de la défense de ces deux équipes, parce que pourquoi aussi je disais que c'est une tête au-dessus. On voit un peu la différence entre, mettons, une équipe comme les Lakers qui était censée être un contender cette année, mais on se rend compte que ce soit en offense ou que ce soit en défense, ils ont du mal. Phoenix et Golden State, on voit quand même que c'est deux cylindrées, vraiment en place. Elles savent ce qu'elles run en attaque. Elles savent ce qu'elles run de l'autre côté en défense. Et Johan, je voulais t'entendre un petit peu sur cette défense des deux équipes, et notamment Draymond Green. Si tu regardes la feuille de stats, tu te dis, wow, OK, mais hey, il fait quoi? 9 points, 9 rebonds, 9 assists, 6 interceptions, 3 blocs. Mais je ne sais même pas si ça résume ce qu'on a vu qu'il a fait dans ce dernier match. Vanny, parle-moi un peu de ça. Déjà, 2 mots, enfin un nom, c'est Mike Brown. Voilà. Qui est passé officiellement défenseur, coach de la défense, tu vois. Ouais. Ils ont. En fait, Draymond Green est assez impressionnant des deux côtés du terrain parce que tu vois, quand il mène le ballon, quand il pousse, tu as l'impression qu'il met des coups de pression en fait au jeu. Et en défense, c'est juste un mec qui est super intelligent dans les placements, qui communique bien à son équipe, et il a des chiens devant, mec. Genre Gary Payton, the second, là, franchement. Ah ouais, non, mais. C'est sa papa, lui. Ah non, c'est mais. Bien sa papa. Non, mais lui, il a une intensité, mec. Franchement, je suis. Je regardais le match, tu vois. Je me dis, mais attends, mais le mec, en fait, c'est un aspirateur à ballon, quoi. C'est son genre. Et je pense qu'il est plus physique que son père, tu vois. Donc, quand il met la main sur la balle, mec, c'est mort. C'est mort. T'as vu, je sais pas si t'as vu, il y a des séquences où il défend. Donc, à chaque fois qu'il marque un panier, il laisse pas le défenseur bouger sans qu'il soit dessus. Et il laisse sans les mains, tu vois. Il retire ses mains et il le regarde, genre à la Gary Payton old school, tu vois. Il le regarde, il retire ses mains, il le suit seulement. Et même mec. Donc, donc Draymond, on le voit pas sur la feuille de stats, mais clairement favori pour défenseur de l'année. Clairement, avec Gobert, avec notre pote Gobert, c'est des mecs qui défendent, qui ont un apport qu'on ne voit pas sur les feuilles de stats. Et mec, ça va aller super bien avec Clay, hein, avec le retour de Clay. Ouais. Tata, tu sais quoi, j'ai même pas de question. Vas-y, je veux juste entendre en fait. Je t'ai vu vous faire une réaction, c'est pas de question spécifiquement, je veux juste que tu parles là. Vas-y, dis-nous un truc. Non, je suis assez d'accord avec ce que Marine et Johan ont dit. Hein. Draymond Green,
il a été critiqué l'année dernière et celle d'avant, je crois. Mais quand tu connais le basket, quand tu connais autre chose que la feuille de stats et les highlights, en fait, tu ne peux pas douter d'un mec comme ça. Alors effectivement, quand Curry était tout seul l'année dernière, on attendait un apport offensif qu'on avait imaginé venant de Draymond, mais c'est pas son jeu en fait. Non, c'est pas son jeu. C'est lui le meneur de jeu de Golden State. Let's be honest. Le meneur de jeu de Golden State, c'est Draymond Green. Vas-y, continue. Je sais pas combien de fois il a mis 20 points sur des matchs, tu vois, mais c'est pas ce qu'on attend de lui en fait. Il a un impact qui est ouf et avec le retour de Clay, ouais, ça risque d'être encore plus. Il va encore plus être dans ses meilleures dispositions, tu vois. Donc oui, il peut être favori pour l'intelligence défensive, tu vois, collective et tout. C'est lui qui mène ça sur le terrain. C'est lui qui mène ça. Et par rapport à ce que Marine disait sur la différence entre Ayton et Gobert, ben, en fait, Gobert, on l'a réduit à ses qualités défensives. On l'avait même dit, en fait, quand il joue en équipe de France, qu'on aime le voir prendre plus de responsabilités et tout, mais même lui, en fait, dans son jeu, il se réduit. Même là, cette année, en début de saison, il a commencé, on a vu, à faire des petits trucs. Il prend des mid-range shots, il fait des petits dribbles, il fait des petits trucs. Mais ce n'est pas son jeu, en fait. C'est pas son jeu. Pour moi, ouais. Gobert, il n'a pas la panoplie offensive d'un DeAndre Ayton, tu vois. Et ce n'est pas une critique. Gobert peut mettre 15-20 points par match juste en prenant des rebonds offensifs, en mettant des petits dunks. S'il avait Si tu mets Gobert avec un mec comme Sipichui va rentrer dedans tout le temps, il va lui aller toute la journée. C'est clair. Ouais. Et j'ai pensé à ça. Franchement, quand je voyais les matchs, je voyais Sipichui qui vraiment, comme disait Marine, et tu insistes là-dessus, il fait l'effort, tu vois. Il voit le mismatch, il est comme non, je vais lui donner la balle, je vais lui envoyer la balle. Et effectivement, vas-y, continue. Mais sur Ayton, il a des moves. Ouais. Il a des il n'a pas ces moves-là, en fait. Peut-être parce qu'il est trop grand, peut-être parce qu'il n'a pas cette culture-là du jeu. Mais Ayton va être plus efficace parce qu'il a un rendement offensif plus direct. Tu vois, alors que Rudy, ça va être vraiment du rebond offensif, du dunk simple. Mais Ayton, il peut te prendre un shoot au lancer franc. On ne voit pas Rudy faire ça. Ouais. Et même en début d'année, on lui a reproché son manque. Il avait perdu un peu de distance sur de distance, c'était encore tôt, sur le titre de défenseur de l'année parce que justement, il essayait de s'impliquer plus offensivement et du coup, il en perdait en efficacité défensive. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est clair. Bah, j'ai envie de dire, tu as un peu l'opposition de style américain contre le style européen, tu vois, avec Gobert et Ayton. C'est-à-dire que Ayton est concentré, c'est surtout une panoplie offensive, avant la panoplie défensive. Là où Gobert, c'est vraiment, on défend, on joue très simple, c'est du positionnement, c'est des fondamentaux, tu vois. Et tu as un peu cette opposition de culture. Et c'est deux styles qui fonctionnent en NBA. Ouais. Mais après, il faut pas oublier aussi que les joueurs, voilà, ils ont un parcours, ils savent d'où ils viennent, ils ont grandi avec un tel système, tu vois. Genre, Gobert, on sait très bien que quand il a fait ses gammes, bah, c'était un pivot pur, en fait. C'était un vrai 5, c'était pas un stretch, c'était rien du tout. Là où Ayton, dans son parcours, c'était t'es grand, vas-y, shake, tu vois. Ouais, et puis Ayton, c'est un first round pick. Donc voilà, il a toujours habitué d'avoir des touches de balle, etc. Donc, tandis que Gobert, lui, voilà, il a dû gagner un peu de sa crédibilité, mais il n'est pas rendu à un stade où il peut prendre un contrôle offense. On va essayer de se projeter. Il y a une prochaine, un prochain affrontement entre ces équipes pour Noël. Il y a des joueurs qui vont revenir. Je vois déjà Johan là, qui salive. Mais Marine, toi, pour cette équipe de Phoenix, qu'est-ce que tu penses Parce que d'accord, il n'y avait pas Booker. Booker, on espère qu'il va revenir, c'est juste un hamstring, il sera de retour bientôt. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils peuvent ajouter ou selon toi, non, la squad est cool, c'est la squad qu'on emmène en playoff cette année ou tu essaierais de tweaker quelque chose un peu pour la trade deadline, mettons, vas-y. Je garderai comme ça parce que je pense que tu ne fais pas une série de 18 victoires sans avoir ce petit truc spécial qui fait que. Comme tu avais dit, ils sortent quand même et ils ont perdu 4 matchs d'affilée en finals. Tu perds ta bague. Derrière, tu as des joueurs qui vont faire les Olympics. Et tu fais une série de 18 victoires. Ça veut dire que ton collectif, il est là, il est rodé, les joueurs sont prêts. Ce que tu peux faire, c'est des changements internes, c'est-à-dire essayer de pousser, par exemple, avoir plus d'apports de Crowder. Tu vois, genre, par exemple, l'année dernière, son shoot à 3 points, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il est à 1 sur 5.
Alors qu'on sait que c'est un gars, il peut te faire du 3 sur 5, du 4 sur... Vraiment, il peut rapporter quelque chose. Tu forces, tu as Landry Shamet qui est quand même un bon shooter, tu sais que tu peux lui faire confiance. Cameron Johnson, tu peux en attendre quelque chose, tu peux attendre un petit rendement statistique, c'est genre 5-10 points par-ci par-là, vite fait. Et puis, tu as Javel McGee quand même, triplé, toutes les médailles qu'on lui connaît. Non, mais je pense que en dehors de c'est un vétéran solide, hein, c'est un vétéran solide. Peut-être un petit scoreur sur le banc, je pense, parce que j'ai eu l'impression hier un peu que quand Chris Paul était justement, où il n'y avait pas Booker effectivement, et je pense que dans un match normal, Monty Williams se serait assuré toujours d'avoir au moins Booker ou Chris Paul sur le terrain, tu vois, au moins un créateur. Mais j'ai eu l'impression que quand Chris Paul n'était pas sur le terrain, bon, Cameron Payne, il passe complètement au travers de son match. Il prenait des shoots. Je ne sais pas à combien il finit au final, mais j'ai l'impression qu'il est passé. Ça manquait un score. Il fait ça. Il fait 3 sur 17 au shoot. Une soirée difficile pour lui. Peut-être ce point, mais effectivement, c'est vrai que je n'aurais pas trop joué avec cet effectif. C'est la différence que tu as eu hier avec le banc. Le banc des Warriors, hein? Le banc des Warriors, il a fait la diff quand tu compares. Ouais. Mais ça, on le sait, hein, en playoff, de toute façon, c'est comme ça. Les joueurs du banc, ils jouent toujours mieux à la maison. On a vu, c'est qui, Juan Toscano Anderson, Gary Payton Jr., le futur de Golden State. Jordan Poole, le X-Factor. Mais Yohan, justement, toi, voilà, tu vois cette équipe jouer sur une base régulière quand même. D'accord, Clay arrive, Clay sera là, on l'espère pour Noël, franchement. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait ajouter si ça, c'est une série, si ça, c'est la série, c'est la finale de conférence cette année, qu'est-ce qu'il faut à Golden State pour aller au bout là? Nous, pour un 7-footer, c'est clair, pour pouvoir match-up contre des meneurs super intelligents comme Chris Paul, tu vois. Parce que tu le vois directement dans les match-ups, mec, le gars, il le voit. Il est contre Draymond ou, tu vois, Gary Payton, tu vois, ou Looney, tu vois, et en fait, ils le font et tu sais, c'est un bucket, tu vois. C'est un bucket et tu as l'aspiration, tu vois, de toute la défense qui va aider. Et tu sais que tu auras un Booker, donc ça pourra ressortir en 3 points, etc. Mais franchement, putain, ok, c'est pas une hot take, c'est peut-être une hot take. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh boy, on est comme oh shit. Cette équipe des Warriors me rappelle 2015 Warriors. Ouais. Ok. Ça franchement, tous ceux qui étaient à Santa Cruz là et qui vont revenir dans l'effectif, mec, c'est que du bonus. On sait qu'ils savent jouer, tu vois, genre, tu vois, Clay, tu vois, c'est tout. Tu te dis, on est là. T'as Otto Porter, je suis pas très convaincu par Otto Porter, même s'il fait de bons trucs, tu vois, je pense que c'est lui qui va sortir peut-être de la rotation rapidement, tu vois, avec Kuminga qui revient. Mais c'est un bon joueur, ça dépend des matchs, c'est ça, ouais. Voilà, ça dépendra des matchs. Mais pour l'instant, franchement, hier, j'ai kiffé le jeu, tu vois, le jeu des deux équipes. Et voilà, quoi, tu vois, regarde, tu parlais, quand je te dis ça dépend des matchs, regarde, hier, Steve Kerr, Kuminga, il prend un DNP, hein. Il joue pas Kuminga, tu vois. Steve Kerr va préférer y aller avec ses vétérans, Porter, Bjelica. Donc vraiment, ça va dépendre, tu vois. Des fois, est-ce que tu auras besoin d'énergie? C'est sûr que ça, quand tu vois cette équipe et que tu te dis que Clay va arriver, moi, je pense que Wiseman, le pivot, c'est lui qui est sur un siège éjectable dans le sens où, mon frère, si tu n'es pas capable de prendre la place de Looney, c'est que, hey, tu peux pas. Looney, il fait ce qu'il peut, mais il est clairement limité. Il me fait trop rire. En plus, il me rappelle un peu, je pense que Tatan a des souvenirs de lui dans la série. Même quand il jouait contre les Cavs et tout, tu vois, le mec, il fait comme il peut, mais tu as l'impression que chaque fois soit qu'il en défense ou qu'il prend un rebond, il s'est fait défoncer, quoi. Il est toujours en train de grimacer, il est toujours en galère. Et donc, bon, voilà. Pour moi, Wiseman, voilà, t'es jeune, t'es grand. Il faut que tu prennes cette place-là. Si tu n'es pas capable de la prendre, ben, ils vont sortir de l'équipe. C'est Bill Simmons qui a dit Wiseman contre Miles Turner. Oui, c'est lui qui dit ça, mais pour moi, c'est ça en fait. Ils vont donner une chance à Wiseman, puis après, ils vont l'échanger. Parce que, et Clay aussi, l'avantage de Clay quand il va revenir, c'est que ça va permettre à Jordan Poole. Il faut que Jordan Poole soit sur le banc, tu vois, parce que des fois, il fait des trucs, c'est un X-Factor, mais des fois, c'est comme yo. Et tu vois, regarde, va sur le banc, OK, et tu vas sortir du banc, tu vas faire tes trucs. Mais c'est pas facile. Tatan, vas-y, on va essayer de wrap up quand même sur ça.
toi, comment tu vois voilà, l'évolution de… Parce que ça, on est d'accord, ce sont les deux meilleures équipes. Je pense que quand tu vois ces équipes jouer, tu te rends compte quand même que tes Lakers sont une coche au-dessus, en dessous, excuse-moi, malheureusement. Ah non, comment Même pas peur. Même pas peur. Non, bro, t'es pas sérieux là. Vas-y. Non, Non, mais en juste vrai, comme ça. Tu vois non, pas non. qu'il y a une classe. C'est différent là quand même. C'est un Mais autre non, mais niveau. là, en fait, là, il y a t'as deux cas de figure complètement différents. Tu as un effectif qui a été remanié complètement avec l'arrivée de mon cher ami Westbrook. Westbrook, best friend. Et tu as deux équipes, des Warriors qui ont fait confiance à leurs jeunes, qui leur rendent bien. Ceci, c'était pas le même rendement de poule et tout ça. Je sais pas si on parlerait d'eux comme ça aujourd'hui. Mais et tu as l'effectif de Phoenix qui est en place en fait. C'est la même équipe que l'année dernière. Ils étaient déjà parmi les meilleures équipes de l'année. Ils sortent de la finale. Là, on est sur deux cas de figure différents. Donc oui, eux, ils sont établis et ils sont pas. Le reste de la saison va dérouler tranquillement, contrairement aux Lakers où on est encore en perpétuel questionnement, ou encore hier, ils se sont tapés par les Clippers et tu te dis, bon, ça commence à être compliqué, tu vois. Bah ouais, c'est compliqué là, c'est clair. Mais pour moi, les deux équipes, Golden State et Phoenix, doivent continuer de jouer comme elles jouent actuellement. Il n'y a rien à changer. C'est juste espérer, comme tu disais, peut-être un backup à Booker efficace en cas de blessure. Ouais. Golden State, il y a du monde qui est en train de se préparer pour revenir. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils reviennent et réussir. Je reste quand même, même si Klay, c'est un joueur qui a su démontrer qu'il n'a pas besoin du ballon pour créer du jeu, etc. J'attends quand même de voir comment il va rentrer dans le jeu après quasiment 2 ans sans jouer. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'il sera en place dans son effectif, mais face aux nouveaux joueurs, face à un nouveau rythme de NBA, j'attends de voir ce que ça va donner, tu vois. Ouais, parce que là, ça court. Effectivement, c'est vrai que le pace, ça a changé un peu. On va finir sur ça. Je vais quand même donner un petit crédit aussi à un joueur dont on n'a pas mentionné, qui n'a pas joué dans les 2 matchs et qui pour moi est quand même important pour Golden State, c'est Iggy. Tu vois, Iguodala, quand tu disais les minutes d'autoporteur, par exemple, des fois, regarde, si tu as Iggy qui est là, tu vois, juste avoir Iggy à la place, des fois, sur certains moments, ça peut faire la différence. Un joueur qui est smart, qui sait défendre, qui n'a pas besoin de la balle, mais qui sait la faire tourner comme il faut. Marine ou Johan, pour finir, des petites choses que vous n'avez pas pensé à mentionner vite fait. Je crois qu'on a tout dit, hein, mais le retour de Klay va faire du bien. Et pas oublier quand même que Iguodala, c'est un défenseur établi. Et comme tu disais, des fois, défendre sur un petit Ayton ou quoi, il peut aider. Et certes, tu vas prendre des paniers, mais ça peut aussi dissuader d'avoir un gars qui sait où mettre ses mains, qui sait se placer. Il peut aller le titiller, et comme Ayton n'a pas encore une confiance absolue en son jeu, il peut rentrer dans sa tête et le faire douter et forcer des pertes de balles ou des rebonds. Parfait. En tout cas, on va… Merci. C'est ouf, hein, juste une précision, en fait, justement, ce que tu dis là, avoir Iguodala et pas le faire jouer contre la meilleure équipe, une des deux meilleures équipes actuellement, c'est du luxe de ouf, en fait. Ouais. C'est un luxe de ouf et ça montre la richesse et la confiance de l'effectif des Warriors qui est vraiment établi en vérité, où tu peux te permettre de te passer… Tu mets Iguodala aux Lakers, le mec, il est limite starting five, tu vois, il va jouer, en fait. Il va avoir 20-25 minutes. Tu le mets dans n'importe quelle équipe, le gars, il va jouer. Les Warriors jouent Phoenix, ils ont Iguodala avec eux, il joue pas, le gars, tu vois. Alors qu'on sait très bien que quand les playoffs vont arriver, Iguodala va jouer. Oui, il va être là. Lui, il le préserve pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont même pas l'user en saison régulière. Il y a 4 confrontations en fait. Donc il y en a eu 2, il y aura une en Christmas Day, il y en a une après, je crois. J'en ai dans mars. Donc, mais je pense que celle de mars, ils vont un peu, tu sais, ils aiment bien faire ça un peu, les coachs là, ils vont la truquer un peu, c'est-à-dire ils vont asseoir tout le monde, ils vont pas montrer leur tactique. Voilà, c'est ça. C'est ça. La dernière vraie confrontation, je pense que ça va être Noël. Hâte de voir ça, hâte de voir Klay de retour sur le terrain. On a tous hâte. Je pense qu'on va vraiment finir sur ça. Merci pour votre temps, guys. Et puis, on va se retrouver encore pour un nouvel épisode. Take care. À plus. Bing bong.